du secret. C'est en fait un clan qui tient le pouvoir et ses méthodes ont fini par devenir insupportables aux yeux des citoyens. François-Xavier Ménage et Christophe Moutot. C'est la dernière provocation du pouvoir et elle irrite fortement les étudiants qui bloquent ce campus. Des vacances annoncées par surprise de 10 jours dès ce soir, sans doute pour espérer calmer la colère. Ils n'ont pas honte, ils ferment les facs comme ils fermeraient des cafés. Et de notre côté, on ne doit rien lâcher, il faut continuer. Dans le centre-ville, les lycéens aussi sont mobilisés. Un millier d'entre eux défilent et dans la foule, le nom du frère du président, Saïd, revient avec insistance. Saïd, c'est lui qui préside vraiment le pays. On veut qu'il parte. Saïd Bouteflika, le petit frère du président. Ici en 2014, image rare d'un homme qui reste toujours dans l'ombre, surnommé en Algérie le vice-roi. À sa côté, l'un de ses plus fidèles alliés, Ali Haddad, le patron du MEDEF algérien. Il défend les intérêts de 7000 entreprises. Son influence s'étend jusqu'au sommet de l'État, nous dit ce spécialiste du pouvoir algérien. Notamment dans le dernier gouvernement, il a eu une influence considérable sur la nomination de certains ministres. Donc oui, le patron des patrons joue un rôle politique qui va bien au-delà de ses responsabilités apparentes. Dans le camp Bouteflika, côté syndicat cette fois, Sidi Saïd appelait le pompier pour éteindre toute contestation sociale. Ces hommes ont l'habitude de se retrouver près d'Alger, dans un complexe présidentiel bunkerisé avec piscine et terrain de tennis. C'est là que se joueraient les partitions du pouvoir. En présence également du chef d'état-major des armées, le général Gaïd Salah. Cet après-midi, jusque dans les rues de Paris, en pleine manifestation anti-Bouteflika, beaucoup demandent au général, sans qui rien ne peut changer, de choisir la voie du peuple. On connaît tous son pouvoir, mais comme il est occulté, ça reste l'homme de l'ombre. Mais on veut qu'il redevienne l'homme de la lumière et qu'il fasse jaillir la lumière pour l'Algérie. Le Conseil constitutionnel algérien a encore 3 jours pour valider ou non la candidature de Bouteflika. Bonsoir François. Bonsoir Claire. François, on sent bien que ce malaise politique, il se nourrit aussi d'un malaise économique. Et dans ce pays, on compte 28% de taux de chômage chez les jeunes qui sont en ce moment très présents dans les rues. Comment expliquer dans un pays aussi riche en termes de ressources naturelles? L'Algérie possède en effet les 15e réserves pétrolières mondiales, c'est pas rien. Mais c'est justement à cause de ce cadeau empoisonné que le pays ne décolle pas. Comme la plupart des pays qui ont un sous-sol riche, l'Algérie est victime de l'économie de rente. Parce que l'exploitation du pétrole et du gaz est tellement facile qu'elle attire tous les investissements au détriment des autres secteurs. L'or noir représente 95% des exportations du pays et 50% de ses recettes fiscales. Paradoxalement, le pétrole appauvrit l'économie, comme au Venezuela, comme en Russie, qui sont tout aussi dépendants de leur sous-sol. C'est exactement comme un gagnant au loto qui se donnerait moins de mal à travailler après avoir touché le gros lot. La richesse qu'on touche ou qu'on révèle par hasard, elle est moins profitable que celle qu'on crée avec son travail. Alors bien sûr, il y a des exceptions à cette loi, à cette malédiction du pétrole. La Norvège en est une, c'est le premier producteur de pétrole européen. Le pays épargne les revenus de l'or noir, il a constitué avec un gigantesque fonds de 1000 milliards avec lequel il a investi ailleurs, notamment dans les énergies propres, pour préparer l'après-pétrole. Merci beaucoup François pour cette analyse. Tout autre chose à présent, après son énorme succès de l'an dernier, le loto du patrimoine prépare sa